aujourd'hui, sa base, en gros, c'est des islamo-nationalistes extrêmement anti-juifs, anti-arméniens, anti-kurdes, anti-américains, anti-occidentaux. Et pour plaire à sa base, cette histoire est parfaite. C'est forcément des espions du Mossad. Ils sont venus pour espionner les bons musulmans, car les juifs est toujours celui qui complote contre la nation turque et contre l'islam. Nous sommes en ligne avec le docteur Alexandre Delval. Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste de relations internationales et en particulier, nous voulions parler avec vous de la Turquie, un dossier que vous connaissez parfaitement et ce autour, bien entendu, de l'arrestation de ce couple d'Israéliens qui aurait été surpris en train de photographier un des palais présidentiels de Tayyip Erdogan. Alors, je voudrais que nous essayions de comprendre un peu. Est-ce que cherche Tayyip Erdogan? Est-ce qu'il est d'abord, à votre avis, directement impliqué dans l'arrestation de ces touristes israéliens, ou bien finalement c'est un hasard et c'est un malentendu? Alors, c'est probablement au départ un hasard parce que les services de sécurité ont repéré quelqu'un qui faisait une photo. Après, dès qu'il a su que c'était deux touristes israéliens qui n'étaient pas impliqués dans le renseignement, etc., ou l'espionnage, il aurait très bien pu, parce qu'il a tous les pouvoirs aujourd'hui, il aurait très bien pu les relâcher très rapidement ou ne pas les inquiéter ou demander à ce qu'ils ne soient pas inquiétés. Mais il a saisi l'opportunité puisque aujourd'hui, pour plaire à sa base de plus en plus islamiste, mais en même temps de plus en plus nationaliste, vous savez que son parti a perdu tous les modérés et aujourd'hui son parti est allié avec le parti fasciste du MHP, qui est un parti très 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 extrême droite, racialiste, pan-turquiste. Et donc aujourd'hui, sa base, en gros, c'est des islamo-nationalistes extrêmement anti-juifs, anti-arméniens, anti-kurdes, anti-américains, anti-occidentaux. Et pour plaire à sa base, cette histoire est parfaite. Avec une légende, c'est forcément des espions du Mossad. Ils sont venus pour espionner les bons musulmans, car les juifs, dans l'idéologie islamiste du Miligurush et de l'AKP, le juif est toujours celui qui complote contre la nation turque et contre l'islam. Et donc, c'est un usage de politique intérieure, bien sûr. Alors, est-ce que à quelle réaction de sa part on doit s'attendre maintenant que l'on est dans cette situation, que l'on connaît les données? Est-ce que vous pensez que l'on va vers un durcissement de sa position à ce sujet, c'est-à-dire des exigences de contrepartie pour libérer ce couple d'Israéliens, ou alors finalement, sous les pressions, eh bien, Erdogan va devoir se plier, céder, les libérer sans contrepartie? Je pense que les deux sont possibles. Si le pouvoir israélien est très très ferme, comme avait fait Poutine après l'histoire du pilote et de l'avion abattu par l'armée turque, s'il y a une très grande fermeté avec menace de représailles, par exemple boycott du tourisme ou boycott économique, etc., vous verrez, ça va se résoudre très rapidement. Par contre, si il y a une faiblesse qui est sentie de la part d'Erdogan, ça va se résoudre, mais un peu plus lentement. De toute façon, ça va se résoudre. Il ne peut pas se permettre de garder très longtemps cette personne, mais il va essayer de monnayer. Il le fait pour trois raisons. Politique interne, pour plaire à son opinion publique. Il le fait aussi pour essayer de monnayer quelque chose. Il le fait aussi au niveau international pour plaire aux pays arabes et aux Palestiniens et faire oublier que son pays reste officiellement un pays qui a un traité d'alliance avec Israël, parce qu'en fait, lui, c'est un islamiste qui est foncièrement anti-juif et anti-sioniste comme tous les islamistes. Mais il doit faire oublier que son pays n'a jamais formellement rompu les accords passés, intensifiés dans les années 90 avec l'État d'Israël. Donc en fait, il y a un usage interne et externe pour l'opinion publique à la fois turque et arabe. Et dans ce contexte, il va faire durer un petit peu les choses, mais c'est certain qu'il va libérer. Ça nous rappelle le pasteur Johnson pour les Américains, qui avait fini par être libéré, mais après que Trump ait durci ses positions. Alors, on a du mal à suivre. Qu'est-ce qu'il veut en ce moment, Tayyip Erdogan? Est-ce que il y a eu il y a un mois cette exigence d'expulser les ambassadeurs de 10 pays occidentaux. Il y a eu il y a 15 jours une déclaration d'un démantèlement d'un réseau soi-disant du Mossad dans lequel aurait trempé une quinzaine de Palestiniens. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Est-ce que c'est le reflet aussi d'une forme de faiblesse, d'un affaiblissement de son pouvoir?
Oui, il y a un affaiblissement du pouvoir et vous savez, Erdogan, c'est quand même un génie politique d'un point de vue interne. Il a toujours su renaître quand il commençait à perdre des voix et des intentions de vote dans les sondages. Et à chaque fois, il y a un coup, soit contre un complot arménien, un complot kurde. À un moment, c'était Merkel. Rappelez-vous, il y a un an, c'était Macron qui était sous le feu des projecteurs, qui a été traité de tout, la France qui a été menacée. 2 ans plus tôt, c'était l'Autriche qui avait été, rappelez-vous, le discours contre Sébastien Kurz, qui était assez violent, où il menaçait de représailles ce petit dirigeant. Il disait, tiens-toi à carreau, tu vas voir ce que c'est que les Turcs. Donc, il est constamment en train de faire des coups de force comme ça pour, en fait, garder l'opinion publique avec lui, parce que malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est ce qui est malheureux, en Turquie, quand un dirigeant montre les muscles comme ça contre les méchants satans arméniens, juifs, kurdes ou occidentaux, c'est presque toujours utile électoralement et ça fait monter cette personne dans les sondages. Il y a un complexe d'encerclement de la Turquie qui rend la classe dirigeante turque en général et l'opinion publique, j'allais dire, géopolitiquement paranoïaque. Y compris lorsque l'on est dans une situation économique en Turquie extrêmement désastreuse, où la livre turque est en train d'être dévaluée de jour en jour, c'est-à-dire l'opinion publique qui est touchée dans sa poche, elle ne réagit pas autrement, elle continue à soutenir les exploits du sultan Erdogan? Pour l'instant, oui, mais effectivement, combien de temps ça va durer? Vous savez, pour la petite histoire, quand il y avait déjà eu un problème avec l'inflation et l'appréciation de la livre turque, Erdogan avait dit « Les Américains ont le dollar, mais nous, on a Allah ». Et ça avait beaucoup plu dans les médias. Alors là, il y a une part d'irrationnel qui est complètement folle, qui est liée à son fanatisme religieux et idéologique. Alors effectivement, je pense qu'à un moment, ça aura une fin, mais ça fait quand même pas mal d'années. Rappelez-vous, depuis la grande crise du parc de Gezi en 2013, ça fait depuis 2013 qu'on nous dit « Oh, c'est fini, Erdogan, sur son règne, touche à sa fin ». Mais à chaque fois, il trouve des éléments de politique paranoïaque ou de politique interne et externe contre des boucs émissaires, à chaque fois pour redorer son blason, d'où l'alliance avec les ultranationalistes. Donc je pense qu'à un moment, il va le payer cher, mais pour l'instant, cette politique d'avoir pratiquement que des ennemis autour de lui, étonnamment, ne lui a pas fait perdre son pouvoir interne. Et je pense qu'en tout cas, cette stratégie va toucher bientôt à sa fin pour la raison que vous évoquiez. Mais pour l'instant, ça a marché et lui, il pense que ce qui a marché dans le passé va continuer à fonctionner. Et pourtant, je citais des exemples de sa volonté en fait de poser des problèmes à l'État d'Israël, mais en même temps, presque quasiment à la même époque, on a eu le sentiment qu'à un moment il essayait de se rapprocher de l'État d'Israël. Au niveau de la politique internationale, c'est terminé. La Turquie est isolée des autres puissances occidentales et en particulier des puissances européennes. Ou alors il y a tout de même de sa part une tentative de retour, de rapprochement Bien sûr, bien sûr. Ben regardez, avec Poutine, c'est la crise en 2005 et c'est la grande embrassade en 2016. En 2015, pardon, c'est la crise et 1 an plus tard, c'est la grande embrassade, la grande réconciliation et ça a duré jusqu'à la guerre du Haut-Karabakh. Regardez l'Égypte, c'était la guerre presque totale avec des menaces de guerre tout court il y a encore 1 an et depuis 6 mois, c'est la grande tentative de réconciliation et Erdogan est en train de dire non, on a toujours été amis, il faut qu'on s'embrasse, nous sommes des frères, etc. Avec El-Sisi, qui n'est pas très chaud d'ailleurs pour se réconcilier. Il fait, avec Merkel, c'était la guerre verbale. Rappelez-vous, en 2014, après la grande réconciliation en 2015, lorsqu'il a eu ce qu'il voulait, notamment une promesse de 6 milliards pour gérer les migrants, avec Macron, c'était pareil, les insultes les plus radicales, et tout à coup, on va aller vers la désescalade, le réchauffement. C'est pas très lisible, sa stratégie. En fait, c'est la stratégie du fou qui montre, je suis membre de l'OTAN, j'ai 50 ogives nucléaires américaines dans la base militaire d'Incirlik, j'ai un pouvoir de nuisance énorme, les oléoducs et les gazoducs passent sur mon territoire, alors je montre que je suis ingérable, un peu comme le leader de Corée du Nord, mais en moins pire, bien sûr, et mon pouvoir de nuisance fait que tout le monde craint que j'aille vers le pire, alors on me donne des concessions pour me calmer, pour calmer la bête.
Alors, on parle d'affaiblissement, on parle aussi de son état de santé qui est de plus en plus précaire apparemment. Est-ce que en Turquie on envisage l'après Erdogan et à quoi ça pourrait ressembler ? Alors pour l'instant, c'est le grand tabou, mais moi je pronostique que l'après Erdogan, ce sera malheureusement pas forcément les kémalistes, mais un mélange de nationalistes, comme déjà dans les années 90, il y avait des alliances entre extrême droite et nationalistes kémalistes. Je pense que l'avenir de la Turquie, ce sera, après Erdogan, des nationalistes, des ultranationalistes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus musulmans que dans les années 90, mais ça va être le grand retour du nationalisme et ce sera pas beaucoup mieux pour les pays voisins, peut-être un peu mieux pour Israël parce que les nationalistes sont un peu moins obsédés par le sionisme et les juifs que les islamistes qui sont quand même le cœur de l'électorat d'Erdogan. Donc je pense que l'après Erdogan sera nationaliste, mais ça fait quand même là aussi depuis 2011 qu'on nous dit qu'il est malade. Oui. Déjà en 2011, on disait qu'il était gravement malade d'un cancer de la prostate. Donc, vous savez, les coquins, on l'a vu, on l'a vie longue. Et lui nous surprend toujours. Moi, je ne sais pas si ce ne sont pas des rumeurs, parce que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on nous dit la même chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, c'est un grand tabou de parler de sa succession. Et il a assis un pouvoir islamo-nationaliste qui va laisser des traces, qui a complètement reformaté la façon dont les Turcs s'identifient eux-mêmes et se représentent. Je dois vous laisser malheureusement. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.